Jeudi 14 mars, notre numéro du grand rendez-vous s'installe ainsi chez vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous préférer. Tout de suite, nous allons nous rendre justement au service météorologique pour connaître le temps qu'il fera demain. Bonsoir aux populations de Soava dans le département de l'Atlantique. Ce soir, nous avons 4 rubriques au menu de ce numéro du grand rendez-vous. Elles se retrouvent souvent dans les assiettes de salade de couleur rouge comme le sang. Vous l'avez compris, on s'intéresse à la betterave dans le monde agricole. Quelles sont les techniques pour produire ce légume? On en parle tout à l'heure dans cette rubrique avec Marcel Bettoro. Dans la rubrique Expert, on revient sur la journée mondiale contre la censure sur Internet. Comment peut se manifester cette censure? On y répond dans un instant avec notre invité. La campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole bat toujours son plein ici au Bénin et la série se poursuit dans Nature et Bien-être. Ce jour, on s'intéresse au traitement et à la prise en charge contre la rougeole et la rubéole. On n'en parle pas souvent et pourtant elle existe et elle est bien réelle. L'implication de la femme dans la société des masques au Bénin sur Horizon Culture. On lève un coin de voile sur ces femmes de l'ombre. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal et ça, vous le savez déjà. Nous sommes ce soir en compagnie de Nadia Soni. Nadia Soni, bonsoir. Bonsoir Agnat Bello. Nous vous laissons pour la présentation des titres. Merci à vous Agnat Bello. Dans cette édition du soir, on parle de l'observation spatiale des forêts d'Afrique centrale et de l'Ouest OSFACO. Il regroupe 8 pays africains qui entendent mutualiser leurs données cartographiques pour une gestion durable des ressources forestières. À Kandi, l'eau potable sera désormais disponible. Plusieurs ouvrages d'approvisionnement d'eau vont être construits dans la localité les jours à venir. Le manque d'informations après l'obtention du baccalauréat est la cause du mauvais choix des filières des nouveaux étudiants, une situation qui conduit souvent au sous-emploi et au chômage à la fin de la formation. L'UAC a donc initié une séance d'information sur les métiers porteurs. On en parle dans le 1945. Sony, nous avons hâte de vous retrouver à 19h45 pour le journal proprement dit. En attendant, le premier plateau du grand rendez-vous peut s'installer, l'expert. Sur Internet, un couteau à double tranchant. On a parlé avec notre invité à Debada. Il est consultant TIC, juriste, mais aussi membre du Forum de gouvernance de l'Internet. Bonsoir. Bonsoir Agnès. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Alors on le sait, en tout cas, du moins moi je le sais, vous n'aimez pas trop quand on parle de censure et pourtant il faut en parler. À quel moment véritablement on parle de censure? Généralement on parle de censure quand on limite vos droits
ou on limite vos habitudes. Donc, sur Internet, quand on limite l'information auquel vous avez accès, on parle de censure sur Internet ou de cybercensure. Et c'est une pratique qui va à l'encontre des droits de l'homme parce que le droit à l'information est consacré par le droit universel des droits de l'homme en son article 19. Et chaque être humain, où qu'il soit sur Terre, quelle que soit sa couleur, sa condition sociale et tout le reste, a droit à l'information. Donc à partir du moment où un gouvernement ou une société décide de limiter l'information auquel vous avez accès, c'est du genre, j'ai l'habitude d'avoir accès à 100 et on me permet d'avoir accès à 50, on parle de censure. On parle de censure, mais déjà, hein, souvent, comment est-ce que cette censure se manifeste? Comme j'ai dit tout à l'heure, cette censure se manifeste déjà par la diminution par une modification de l'accès. Si vous avez accès à une quantité initiale, vous n'avez plus accès à cette quantité-là, vous n'avez plus accès à l'information auquel vous avez droit. Et techniquement, aujourd'hui, on va bloquer des IP, Internet Protocol, au niveau des routers, et également redirectionner des DNS pour que vous n'ayez pas accès à l'information que celui qui a censuré ne voudrait pas que vous ayez. D'accord. Je parle de la manifestation parce que parfois elle peut être subtile et il faut parfois être connaisseur pour savoir que dans ce cas-ci, on est dans une censure parce que sous couvert de on n'a pas la connexion, on n'a pas le réseau n'est pas toujours stable. Il y a peut-être ces petites formes de censure qu'on ne voit pas toujours. Oui, il y a ces formes de censure qu'on ne voit pas toujours pour l'individu lambda. Oui. Mais pour le connaisseur d'Internet, surtout les experts, ils savent que là, il y a une censure qui est en place. Quand nous savons que nous avons un débit assez fluide et qu'il n'y a pas de problème au niveau du matériel, et que subitement on nous dit, on va vous dire qu'il y a une coupure d'une fibre en mer et tout, pour éviter que vous ayez accès à un certain type d'information, là on sait qu'il y a une censure qui ne dit pas son nom. Et il y a des pays qui sont encore plus subtils parce qu'ils vont jusqu'à copier des sites et ils modifient des informations sur ces sites-là et vous avez accès à ces sites. C'est une technologie qu'on appelle la technique du miroir et qui vous permet d'avoir accès à une information qui n'est pas la vraie information pour pouvoir gérer au mieux la situation qu'ils estiment explosive. D'accord, mais il y a aussi une autre forme de censure, c'est l'autocensure. Et ça, c'est les internautes eux-mêmes qui se l'appliquent. Hein. Oui. Comment est-ce que... L'autocensure est d'abord une technique qui est beaucoup plus utilisée par vous les journalistes parce que on dit tout ne se dit pas parce qu'il y a des informations qui peuvent être très sensibles et la cause d'explosion ou d'implosion. Donc, dans ces cas-là, on se donne le droit de réserve, le droit de rétention pour que les conséquences qui vont découler de la publication d'une telle information ne vous soient pas imputées et que vous ne soyez pas obligé de faire face à l'incontrôlable. Dans ce cas, nous avons des internautes comme des journalistes qui estiment que, bon, vu la sensibilité de l'information, nous n'allons pas la livrer maintenant, on va la livrer à temps voulu. Et des fois, vous avez des informations qui surgissent 5 ans après les faits pour éviter qu'il y ait eu une réaction dangereuse et désastreuse si elle avait été su au moment opportun. D'accord. Alors, ce qu'on remarque souvent, c'est les censures partielles. Mais on se demande, est-ce que c'est possible une censure générale? Oui, une censure générale est possible. Techniquement, c'est possible. Mais elle ne doit jamais être une réalité. Jamais. Parce que l'Internet est libre et la liberté sur Internet est sacrée. Nous ne pouvons pas permettre à un gouvernant, à un puissant, une multinationale, quelle que fût sa force ou son pouvoir, de venir brider ou embrigader l'information sur Internet. C'est une bibliothèque universelle dont l'accès doit être libre et facile à tout le monde. Donc, on parle de censure partielle, certes, ce qu'on ne devrait même pas observer, malgré le fait qu'il y ait certains États qui en font une habitude. Non seulement l'habitude, ils se disent que c'est l'expression de leur pouvoir,
ce qui en soi est faux. Non, mais parfois, ils disent aussi que c'est pour le bien des populations. Les populations ont parfois besoin d'être protégées contre eux-mêmes. Non, écoutez, ce n'est pas en mettant les gens dans l'ignorance que vous exercez votre pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, avec la globalisation et la mondialisation, l'information va toujours leur parvenir d'une manière ou d'une autre. Nous ne sommes plus autant des croisés où c'est après 500 ans qu'on apprend qu'il y a eu guerre à tel endroit, qu'il y a eu tel nombre de morts. Ce n'est pas ça. Donc aujourd'hui, il faut plutôt éduquer les gens, les populations, à savoir gérer l'information et à savoir faire la part des choses. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui nous permettent d'avoir beaucoup de fake ou de deep news qui ne sont pas de vraies informations, mais qui visiblement sont de vraies informations. Donc, il faille forcément une éducation profonde, une éducation, disons, spéciale pour que les gens puissent faire la part des choses pour tirer le vrai de l'ivraie. C'est très important. D'accord, là vous l'avez abordé un peu, mais souvent on oublie qu'il y a des répercussions. Il y a des répercussions sur tout l'écosystème numérique quand il y a censure. Pour vous, quelles peuvent être ces répercussions -là? Les répercussions, elles sont nombreuses. Elles sont d'abord économiques. Elles peuvent engendrer des crises sociales. Elles peuvent également être, je sais pas moi, la source du décès, puisque si on doit faire une intervention par web en matière d'e-santé et que la connexion n'est pas bonne parce qu'en même temps il y a eu censure. Vous voulez parler de la télémédecine? Voilà, la télémédecine et que la bande passante a été réduite. Vous voyez, les conséquences sont désastreuses pour chacun. À tous les niveaux, la censure n'a jamais été une bonne chose. L'idéal serait qu'on puisse donner l'accès à tout le monde à l'information en donnant à chacun les armes nécessaires pour que la gestion se fasse de la meilleure des manières, sans heurts. Mais quand on pense qu'on veut cacher quelque chose, l'homme par définition, il aime bien ce qu'on lui interdit. Quand vous lui dites ne le faites pas, c'est en ce moment qu'il le fait. Donc, dès que vous censurez, la personne cherchera à savoir ce qu'il y a derrière. À contourner, et justement, hein, c'est aussi ça. Le système de contournement est venu à partir du moment où on a commencé par parler de censure. Et dites-vous, le système de contournement a tellement évolué qu'aujourd'hui, nous avons des applications qui vous permettent de contourner rapidement toute censure sur Internet. Et ce n'est pas l'avantage de ceux-là qui mettent les censures en place à tout moment. Comme je vous l'ai dit, c'est humain de vouloir savoir ce qu'on nous cache. Et comme l'a dit un aîné ou un père qui dit, mais j'ai jamais caché mon argent. Je dis, mais comment tu fais pour que les enfants ne te volent pas? Il dit, l'argent est toujours là sous leurs yeux, mais ils ne l'ont jamais vu. Il dit, si je l'avais caché, ils auraient cherché, ils l'auraient volé. Donc, il y a bien des méthodes qui sont utilisables et qui ne sont pas du tout la censure. D'accord. Maintenant, pour vous, à l'international, il y a une journée qui a été retenue pour célébrer justement le fait d'être contre cette forme de censure-là. Mais est-ce que c'était nécessaire? Oui, c'est nécessaire de rappeler que l'Internet n'est pas essence libre. C'est nécessaire de rappeler que la censure ne va rien enlever à ceux qui la subissent. Du moment où il y aura toujours un membre de la famille qui sera dans la diaspora, il y aura toujours un ami qui pourra leur apporter l'information. Et il faut rappeler à nos gouvernants que ce n'est pas toujours le fait de montrer qu'on a de gros muscles qui résout le problème. Il faut prendre en compte les besoins des populations et les emmener à vous comprendre. Et quand le dialogue est fluide et qu'il y a cette harmonie qu'on crée chacun de son côté et qu'on met en commun, on n'aura pas besoin de censurer. Si, par exemple, vous êtes un père de famille et que vous ne voulez pas qu'il y ait certaines choses qui se passent chez vous, les enfants, par exemple, sortent à des heures indues et vous ne voulez pas que cela se passe, il suffit de faire une réunion, de donner vos règles, tout en disant, de telle heure à telle heure, c'est permis, mais au-delà de telle heure, c'est interdit, parce que. S'ils adhèrent à vos raisons, vous êtes sûr que vous avez le cœur dégagé, vous êtes libre, il n'y a plus de soucis. Vous n'avez même pas besoin de les surveiller forcément. Vous n'avez pas besoin de les surveiller, mais à partir du moment où ils savent qu'ils sont surveillés, vous pouvez mettre toutes les technologies de ce monde, ils vont chercher un moyen pour contourner. Un moyen pour contourner, ce n'est pas souvent ça qui manque. Oui, et la journée de la censure est très importante pour rappeler surtout aux puissants de ce monde que ce n'est pas la meilleure manière de gérer les choses. Je dirais même à la limite, c'est une forme d'aveu de faiblesse. Une forme d'aveu de faiblesse, mais pour les internautes, souvent, on ne se rend pas compte de l'importance que cette censure pourrait avoir sur notre quotidien. Est-ce que vous avez l'impression que l'internaute lambda que vous êtes a des soucis de craindre une forme de censure
Oui, mais dès qu'on a une forme de censure, automatiquement, pour peu qu'on ait vraiment un internaute avisé, on le sent. Et ça vous bloque. Je donne juste un exemple. Hier soir, je crois que c'est entre 21h et 23h, au niveau des réseaux sociaux, surtout WhatsApp, les transferts de voix étaient un peu bloqués. Enfin, ça mettait du temps. Mais il y a des gens qui se sont affolés à cause de ça. Mais écoute, j'envoie un voice depuis, ça ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce qu'il y a un problème? Pourtant, j'ai du crédit. Ah, je suis allé sur tel réseau, je suis revenu sur l'autre, ça ne passe pas. Du coup, chacun commençait à se faire une idée. À s'interroger. Et à s'interroger. Vous voyez? Donc, à un certain niveau, vous le savez. Et la plupart du temps, il y a des commerçants qui utilisent surtout la voix sur Internet. C'est pour parce qu'ils n'arrivent pas aussi voilà, à écrire. Ils ne sont pas lettrés. Oui. Donc, c'est aussi pour résoudre un problème économique. Et quand l'argent est en jeu, tout le monde a les yeux rouges. Alors, c'est important. Et pourtant, une journée pareille, elle passe inaperçue à Adebada. Elle passe inaperçue en fonction des préoccupations du moment. Les gens n'ont pas encore compris toute la portée de l'Internet, toute la portée de la société de l'information qui non seulement est une réalité transversale, mais elle devient le sous-bassement de notre société. La dernière fois, nous avons été à Accra, où on a fait un gros festival de tout ce qui était ici, où on appelait Republica. Et à cette occasion, j'ai pu remarquer comment l'Internet régit la vie des gens. Il y a du badaud au ministre était là pour pouvoir parler de l'Internet et de son vécu dans l'Internet. Alors, Adebada, éviter la censure est un devoir. Un devoir pour tous. Hein? Et pour tous, et l'expression d'une certaine forme de maîtrise de la situation. L'expression d'une certaine forme de maîtrise de la situation, Adebada. C'était un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Je vais y arriver. Mesdames et messieurs, à présent, nous passons à une autre rubrique, à Horizon Culture. Merci beaucoup. Voilà, ce soir, on reçoit Jennifer Sativier, son invitée. Je vais laisser Jennifer présenter son invité. Jennifer, bonsoir. Bonsoir Agnat. Je vous laisse présenter votre invité. Oui, mon invité, vous le connaissez déjà certainement, mais il est sur ce plateau en tant que socio-anthropologue. C'est M. Epiphane Kenom. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avant de parler des femmes, je vais vous demander quels sont d'abord les critères à remplir pour exercer dans les sociétés de masques au Bénin. Merci, madame. J'ai relevé pour vous. Nous avons vu votre reportage qui nous a montré les variétés, n'est-ce pas, de sociétés de masques. Vous savez, donc, cela dépend de la matière utilisée. Okay. Les gungun, les anguitors, les grédés, etc. et autres font partie de tout ça. Je voudrais signaler tout simplement d'abord que généralement, quand on parle de masques, on voit les hommes. Et ce n'est pas tous les hommes qui y vont. Il y a des critères qui régissent ça. Et avant d'être initié, il faut être un homme socialement mûr et circoncis. Ah d'accord, la circoncision. Ah bien. On vérifie bien si sûr. Vous êtes circoncis d'abord. Puisque oui, on doit vérifier. vous n'y allez pas. Parce que un homme qui n'est pas circoncis porte des impuretés. Or, lorsque vous allez vers les divinités, il est supposé que vous êtes pur, en état de pureté. Et déjà, ce premier critère reviendra tout à l'heure pour éliminer la femme. Le deuxième point, il faut avoir les aptitudes de respect, de secret et de discrétion. Une divinité, cela se respecte. C'est des esprits. Le secret, parce que vous découvrirez beaucoup de choses. Vous devez avoir des aptitudes de quelqu'un qui est secret et qui est discret. La discrétion sous la coupe de ce que vous bavardez pas trop. Et ça va éliminer également la femme. Ah bon? Vous pensez? Ces critères ont été pensés pour éliminer la femme, vous le direz tout à l'heure. Vous allez voir, il faut également que cette personne ait la maîtrise de la sensibilité libidonale. Hein? Donc, vous voyez également un troisième critère qui va éliminer la femme. Et un quatrième critère, il faut avoir un physique robuste. Et il faut pouvoir faire montre, n'est-ce pas, que vous détenez, vous avez des pouvoirs occultes.
que vous pouvez exercer. Et D'accord. là, donc ces critères remplis, Par ces hommes. on peut donc vous initier. D'accord. Vous passez à l'étape d'initiation. Ok. Et il y a une deuxième étape. Une fois que vous êtes initié, ce n'est pas que vous avez accès à tout. Le dernier critère est également une autre phase d'acceptation de cet initié à des positions données. Ok. Il faut qu'il ait des pouvoirs pour faire des démonstrations, pour pouvoir répondre à des attaques. D'accord. Donc voilà. Ok. Donc, vous avez cité les critères. Est-ce que vous ne pensez pas, si on met de côté la circoncision peut-être, est-ce que vous ne pensez pas que les femmes remplissent ces critères, puisqu'elles exercent parfois dans ces Oui, sociétés? non, c'est des exercices qui se font à divers degrés. Ok. Et si je prends d'abord, si on en vient aux femmes, prenons d'abord que nous avons parlé de ce que la femme, l'homme, grand H, il doit être socialement mûr D'accord. et qu'il doit être circoncis. D'accord. Dans toutes les sociétés, on ne pratique pas la circoncision des femmes. La circoncision des femmes. Vous savez, Parce que la femme n'en a pas besoin Voilà, pour être pure, par l'excision. exemple. non, vous savez que ça existe. Oui. Et donc, tout le monde ne sait pas pourquoi ça existe. Quand on parle de la circoncision des femmes, il faut aller de là où ça se pratique pour pouvoir connaître les Mais dessous il y de a la d'autres chose. critères aussi. Nous sommes là. On n'en est pas là. Ce n'est pas la discussion de ce jour. Alors, eh bien, on peut éliminer effectivement la femme à ce niveau. Parce qu'au moins, je sais, dans certaines communautés du Bénin, que le port d'une partie de l'organe génital par la femme est un signe d'impureté. Je l'ai dit, chez les Dindis, chez les Balibas, etc. C'est les Balibas, c'est ça. D'accord. Et ces Bien. femmes alors? Maintenant, si tu viens, on dit, vous savez, on dit que qu'est-ce qui élimine la femme? On a parlé que vous devez avoir les aptitudes, eh bien, du secret, Ok. de la discrétion. On a dit ces deux choses. Or, vous savez qu'il y a un adage populaire qui dit quand la femme se fâche, On le se secret demande est qui l'a dehors. écrit cet toujours adage vérifier, populaire. ça. On se demande qui l'a C'est écrit pas- cet Mais adage alors, populaire. si on doit dire, quels sont les rôles alors, les attributions Dévolues, qu'ont les voilà. femmes dans ces sociétés de D'où, masques? d'où, à partir de ces critères, il y a donc des rôles qui sont légués à la À la femme, femme. Qui sont non moins importants, non? qui ne sont non moins importants parfois. Lesquels, Ça par dit, exemple? par exemple, et pour habiller les masques. Ok. Pour habiller les masques. Parce que les masques ont besoin également des touches, etc. Et la femme est mise dans ce rôle. Et pour également accompagner les masques avec les chansons, avec les rythmes et avec ce qu'on peut appeler également les chansons panégyriques, hein, qui honorent, n'est-ce pas, le masque. La femme est dedans, mais également en arrière et pour d'autres choses. Ce qu'on connaît, parce que quand on ramène tous les vêtements qui parfois sont tombés, etc., tout ça, et pour la couture de ces vêtements-là, mais quelle femme? Puisque Quelle nous avons femme? dit déjà qu'il y a des critères qui éliminent Oui. de pureté. Vous voyez, de pureté. Et on ne peut donc pas mettre une femme dans ce rôle lorsqu'elle n'est pas disponible tout le temps par rapport, n'est-ce pas, à sa situation de menstru. Hein? Je mets ça. Donc, et il faut donc nécessairement qu'elle soit pure continuellement. D'accord. Donc, c'est la femme ménopausée. Ok. Donc, il faut qu'elle ait un certain âge d'abord. Il faut qu'elle ait un certain âge, il faut qu'elle soit ménopausée. D'accord. Donc, et ce qui lui évite, n'est-ce pas, trop de sensibilité libidinale. D'accord, mais ici, vous vous rappelez bien, hein, c'est vous le socio-anthropologue sur ce plateau, les Amazones d'Abomey, on les connaît. Elles étaient pour la plupart initiées à un bon nombre de rites que pratiquaient les hommes. Bien sûr, D'accord. c'est ce que vous ne Elles savez n'étaient pas. pas ménopausées pour la Mais plupart. ce que vous ne savez pas, et toutes ces femmes, elles sont choisies parce qu'elles ont un physique robuste, mais le secret, parce que pour qu'elles aillent sur les champs de bataille, combattre dans des années, ce n'est pas des femmes qui sont mariées. Ah, d'accord. Non, ce n'est pas des femmes qui sont mariées, c'est des femmes qui subissent également certaines pratiques qui
les amène, qui les considère comme des hommes, aptes toujours à aller batailler. Il faut conclure, donc il faut voilà, être un homme pour appartenir à la société des masques ou avoir le beau rôle. Hein. Oui, mais oui, comme la femme, elle n'est pas faite, elle est faite pour reproduire le monde, eh bien, on ne saurait la mettre, n'est-ce pas, dans ces rôles-là, puisqu'on a besoin de ça aussi. Mais toujours est-il qu'on les retrouve dans ces sociétés, donc elles ne sont pas moins importantes. Non, elles ne sont pas moins importantes. Elles ne sont pas moins importantes. C'est les rôles qu'elles jouent que je suis en train de vous dire. Et parfois, même lorsqu'elles ce sont des femmes ménopausées, elles accèdent à toutes les positions au sein de la société secrète. Voilà, il faut donc être ménopausé pour avoir le beau rôle au niveau de la société des masques. Mais au moins, c'est l'occasion pour nous de saluer toutes ces femmes-là qui jouent un rôle pas négligeable au niveau de cette société-là. On espère qu'elles se feront davantage entendre, même si on demande qu'elles soient plus secrètes et plus discrètes. On a compris sur ce plateau. Et puis Fan Kenom était donc avec nous. Il est socio-anthropologue. Jennifer Sativi. Oui, comme vous l'avez dit, la femme, il lui faut beaucoup d'exigences pour réussir cette tâche-là. Donc, merci, M. Epiphane, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous, Agnat. On se retrouve demain. Toujours avec le même plaisir, nous passons à présent à une autre rubrique, Nature et bien-être. Voilà, ce soir, nous nous intéressons encore à la rougeole et à la rubéole dans Nature et bien-être. Mais ce soir, on parle prise en charge et on parle traitement. Ce sera tout juste après avoir suivi ce reportage. Plus de 5 millions d'enfants sont ciblés par cette campagne. Ils ont entre 9 mois et 14 ans. Tous devront bénéficier du vaccin contre la rougeole et la rubéole. Nous sommes réunis ce matin pour célébrer la santé, la bonne santé de nos enfants, l'avenir du Bénin. En effet, le ministère de la Santé, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, vient une fois encore sauver nos enfants de cette redoutable et meurtrière maladie qu'est la rougeole. Aussi, l'occasion est-elle donnée pour que ces enfants qui vont bénéficier de ce vaccin, combiné rougeole-rubéole, soient également protégés contre la rubéole dont les conséquences sur la santé restent aussi impitoyables, surtout quand elle survient chez la femme enceinte. La vitamine A sera aussi donnée aux enfants âgés de 9 à 59 mois pour renforcer leur immunité. La rougeole est une maladie virale très contagieuse. C'est l'une des premières causes de mortalité infantile dans le monde. Au Bénin, grâce aux efforts du gouvernement et de ses partenaires, on a noté une réduction progressive des décès d'enfants de moins de 5 ans ces dernières années. Seulement, selon les chiffres rendus publics par l'Organisation mondiale de la santé, en 2017, 53 enfants sur 1000 naissances ont perdu la vie à cause de ce mal. Au plan mondial, l'OMS a noté en l'an 2017 une augmentation des cas de rougeole de 30% par rapport à l'année 2016, avec 110 000 décès dus à la rougeole. Au Bénin, les cas confirmés de rougeole sont passés du simple au double, de 2016 à 2017, pour être multipliés par 7 en 2018, avec 305 cas confirmés par le laboratoire en raison de multiples foyers épidémiques qu'a connu le pays. 5e édition de la campagne contre la rougeole et première édition de la rubéole au Bénin. Les acteurs de la chaîne de santé et de l'éducation se disent engagés à protéger les enfants de 9 mois à 14 ans contre ces affections graves. Le gouvernement du président Patrice Talon l'a très tôt compris en se donnant pour mission de construire une nation forte qui repose sur la qualité de son capital humain. C'est pour cette raison que du haut de cette tribune, je lance un appel pressant à toutes les Béninoises et à tous les Béninois, sans distinction aucune, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et plus spécifiquement aux parents d'enfants de 9 mois à 14 ans, ainsi qu'aux enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire, afin que, pendant les 7 jours de la campagne, ils facilitent le travail aux équipes de vaccinateurs, mettront en place des postes fixes dans les formations sanitaires
et dans les lieux publics identifiés avec l'aide des autorités locales pour vacciner les enfants et leur administrer la vitamine A. Près de 7000 équipes de cadres vaccinateurs et 61 superviseurs et consultants nationaux sont déployés dans toutes les écoles et centres de santé du Bénin. Leur mission, vacciner tous les enfants de 9 mois à 14 ans. Voilà, merci à Rebecca Kenjaoundé pour ce reportage. Nous retrouvons Yasmine Namata et son invité sur ce plateau. Yasmine, bonsoir. Bonsoir Annette Bello. Comment vous allez? La pleine forme toujours. Alors ce soir, on reçoit encore un Tokpanou Koudjo. Il est médecin infectiologue. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir madame. Alors aujourd'hui, on parle de traitement et on parle également de prise en charge. Oui. Amis téléspectateurs, oui, hier on a déjà parlé de la rougeole, de la rubéole. Mais aujourd'hui, nous revenons encore sur la rubéole, mais cette fois-ci combinée à la rougeole. Simplement pour parler un peu de la vaccination et voir le traitement et la prise en charge. Docteur, dites-nous, hier déjà, vous nous avez dit sur le plateau qu'il n'y a pas de traitement pour la rubéole. Est-ce à dire que pour la rougeole, il n'y a aussi pas de traitement? En effet, je voudrais dire qu'il faut faire un peu la part pour parler de traitement et prise en charge. Je voudrais peut-être qu'on parle d'une façon globale de prise en charge. D'accord, puisque les deux mots semblent être les mêmes. Voilà. Donc, parlons plutôt de prise en charge. Cette prise en charge, donc, qui englobe le traitement spécifique et le traitement non spécifique. Donc, pour répondre à votre question, il n'existe pas de traitement spécifique ni pour la rougeole, ni pour la rubéole. Traitement spécifique veut dire traitement orienté vers le virus. Voilà. D'accord. Donc, c'est les symptômes que vous traitez. C'est les symptômes qui sont pris en charge, qui sont traités, c'est-à-dire la fièvre. Il faut calmer la fièvre, il faut gérer la fièvre. S'il y a une convulsion suite à une fièvre chez un enfant, il faut gérer cette convulsion. Il faut faire une supplémentation en vitamines comme la vitamine A. Et il faut calmer les douleurs. Voilà. Donc, ce sont ces traitements-là que nous faisons. Sinon, ces deux pathologies virales n'ont pas de traitement spécifique. Et c'est comme hier, vous l'aviez dit sur le plateau, qu'on ne vaccine pas quand on a la rubéole. C'est pareil, on ne vaccine pas quand on a la rougeole, mais on traite les symptômes. Parce qu'il faut savoir pourquoi on fait la vaccination. On fait la vaccination pour empêcher la maladie de venir. Déjà que la maladie est là, la vaccination n'a plus sa place. Donc c'est pour ça que la vaccination est préventive. Donc quand quelqu'un fait déjà la maladie, il faut éviter de vacciner, sinon vous aggravez encore sa situation. Certains meurent même après qu'on les ait vaccinés. Parce que la vaccination dans ce contexte peut créer une situation anaphylactique, un choc. Et là, c'est difficile. C'est comme si on avait le moins et le plus qui se rencontrent. Bon, pas le moins, le plus. Le plus et le plus. Le plus et le plus. Vous compliquez davantage la situation de la personne. Parce que la personne avait déjà le germe. Et souvent, les vaccins sont des germes atténués. Et déjà que la maladie est là, je vous parlais hier de l'immunisation. Oui. Ou bien de immunisation. Donc, si l'état immunitaire de la personne est affaibli, le vaccin viendra aggraver la situation. Donc, il ne faut pas vacciner quelqu'un qui a déjà la maladie. Mais dans ce cas, pour la vaccination, il faut d'abord faire des analyses pour s'assurer peut-être qu'on n'a pas le gène. Bien sûr, c'est ce qui est recommandé. Voilà. Déjà à 9 mois, comme l'a dit pour la campagne, dans l'élément de Rebecca, à 9 mois déjà, on vaccine les enfants, on fait des campagnes. Cette vaccination, elle immunise les enfants pendant combien de temps? Et il faut dire que c'est le Bénin qui a fait l'option de commencer par vacciner les enfants à partir de 9 mois. Sinon déjà, les enfants à tout âge, déjà 6 mois, où on est sûr que l'enfant a éliminé les anticorps de sa maman, on peut commencer par vacciner l'enfant. Mais dans le programme élargi de vaccination, le Bénin a fait l'option de commencer par vacciner les enfants à partir de 9 mois. Et là, cette vaccination immunise à 95% les enfants à vie. C'est une immunisation à vie. Sauf qu'il faut parfois faire des campagnes de rattrapage pour que les enfants, les 5% qui ne sont pas immunisés à vie, on puisse les récupérer. Également la vaccination. La campagne que nous faisons, c'est des campagnes de rattrapage pour être certain qu'on a couvert tous les enfants. D'accord. Voilà. Mais souvent, cette campagne, elle est saisonnière. Oui, il ne faut pas dire qu'elle est vraiment saisonnière. Nous sommes à la 5e étape, exactement, édition. C'est compte tenu également de l'épidémiologie dans le monde que les États et l'OMS décident de vacciner les enfants. Et ces épidémies arrivent de façon sporadique ou bien de façon
saisonnière. Donc, quand d'autres pays sont en épidémie, les pays qui entourent restent en alerte et se préparent et vaccinent les enfants. Docteur Tokpanou, je voudrais comprendre, la maman qui est en état et qui fait une fausse couche parce qu'elle a la rubéole, elle s'est dit qu'elle n'était pas vaccinée ou elle s'est vaccinée mais son organisme n'est pas immunisé contre la maladie. Ce qu'il faut retenir dans les deux cas, elle était ou pas vaccinée, c'est que son immunisation n'était pas parfaite pour contrer le virus. Exactement. Donc, cette maman, on va espérer qu'à la fin de cette maladie-là, qu'elle puisse être immunisée, puisque c'est des maladies à immunisation. Voilà. Maintenant, comment prévenir ces deux maladies, la rougeole comme la rubéole? Et les deux maladies étant des maladies sœurs, elles sont des maladies sœurs, mais elles n'ont pas forcément les mêmes types de prévention. Voilà. Okay. Puisque les modes de contagion ne sont pas forcément les mêmes. L'autre, c'est l'air. Donc, si je prends la rougeole, pour commencer, le premier mode de prévention, c'est l'éviction, c'est-à-dire l'isolement. Il ne faut pas qu'il y ait de contact entre une personne saine et quelqu'un qui a la rougeole. C'est ça qu'on propose l'éviction scolaire pour les enfants. On les retire totalement de l'école, on les isole à la maison, on les prend en charge. Et par contre, si je prends la rubéole, le mécanisme, par exemple, de contagion de la rubéole, ce n'est pas les gouttelettes, puisque c'est dans l'aérosol. Quand la personne tousse ou éternue, le patient malade rejette les particules virales dans ces gouttelettes. Et donc, quelqu'un serait contaminé si la personne recevait dans sa bouche ou bien respirait ces virus. Donc, le moyen à opposer à ce niveau, c'est donc une barrière respiratoire, c'est-à-dire en utilisant des bavettes pour se protéger, ou bien en disant à ces enfants qui sont malades, en voulant tousser dans un mouchoir jetable. Voilà, donc on utilise et on jette en même temps. Encore qu'il faut savoir que la personne est malade d'abord avant de se protéger. Parce que généralement, tous, on oublie de se protéger. Non, il y a des signes. Vous avez, quand vous prenez la rougeole comme la rubéole, des signes existent. On a parlé des signes hier. On avait dit que ces deux maladies sont des fièvres éruptives. Donc forcément, il y a des boutons, voilà, et une fièvre. Sauf que les boutons n'apparaissent pas toujours selon le même schéma concernant les deux maladies. C'est pour ça qu'il faut forcément rencontrer un agent de santé qui sache faire la part des choses. Voilà. Donc, nous sommes dans le contexte maintenant que la maladie est diagnostiquée. Le diagnostic est posé et nous sommes dans le cas de ces deux maladies. L'autre chose qu'il faut aussi dire pour la prévention, c'est systématiquement le lavage des mains à l'eau et au savon. Ça nous protège de beaucoup de choses. Qu'on soit donc, en c'est communauté. déjà heureux que souvent en milieu scolaire, le système de lavage des mains est presque obligatoire. Exactement. Ouais, qu'on soit dans la rougeole, rubéole, il faut se laver forcément les mains. Et l'autre chose qu'il faut dire, j'ai déjà parlé de l'éviction scolaire, de l'isolement et de la technique de protéger avec les barrières. Il faut également la communication, l'information, que les gens sachent que telle maladie peut donner telle chose. Il faut également assainir son cadre de vie. L'hygiène de vie est importante également pour la prévention donc, de ces maladies. Mais ce qui est important, si nous prenons la rubéole, puisque c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, c'est de faire le diagnostic, la sérologie. Que vous soyez en couple ou bien vous envisagez vous mettre en couple, vous envisagez tomber enceinte, il faut forcément demander à votre médecin de vous diagnostiquer, de faire la sérologie. C'est un test, une prise de sang qui permet de rechercher les anticorps contre le virus de la rubéole dans le sang de la patiente. La rubéole, on dit souvent que c'est chez la femme que c'est plus compliqué. C'est comment la femme qui peut avoir la rubéole? Non, pas forcément que la femme seule peut avoir la rubéole, mais on parle de femme enceinte. Ah, d'accord. Voilà, femme enceinte, parce que la rubéole entraîne des complications graves chez l'enfant. Et je l'ai dit hier, qu'au premier trimestre, les complications sont plus graves. Ça commence par s'atténuer au deuxième ou au troisième trimestre. Mais c'est toujours grave parce que l'enfant peut naître soit avec une rubéole congénitale, soit avec une malformation cardiovasculaire, soit avec une cataracte, c'est-à-dire les yeux qui sont malades, et soit avec une pneumopathie, donc, ou bien avec une surdité. Donc, tous ces enfants qui sont nés sous-muets, il faut aller réellement chercher la cause si la maman n'avait pas fait une rubéole en cours de grossesse. Merci docteur pour toutes ces informations. On peut retenir déjà qu'il faut plus communiquer par rapport
à cette désinfection, la rougeole et la rubéole, pour prévenir nos enfants et prévenir également nos générations à venir. Agnès Bello, c'est bien fini pour notre plateau à nous. Yasmine Damata, merci pour le choix du sujet. On ne finira jamais d'apprendre en ce qui concerne la rougeole et la rubéole. Donc, mesdames et messieurs, prenez donc les dispositions pour les éviter. C'est jamais bon de les avoir, ces maladies-là. L'heure du journal est sacrée. Nadé Soni était patiente. Ne vous inquiétez pas, on vous retrouve tout de suite. C'est le journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Wikeko. À cause du chômage, les jeunes se sont donnés au travail qu'on appelle l'ANAC. Ce phénomène a pris depuis quelques mois une allure vraiment inquiétante. Suivez juste après moi la revue de presse et le décryptage. Tour d'horizon de l'actualité vue par les canards. Mesdames, messieurs, bonjour. Ça ne sert à rien de prendre la décision de reculer après avant de mieux faire. Suivez Wikeko, votre magazine de l'actualité économique sur BB24, tous les dimanches à 11h et à 23h, les lundis à 11h et les mardis à 5h. Lorsqu'on voit des Ivoiriens s'habiller. Et bienvenue sur le grand rendez-vous de l'information axée sur le développement. Pour qu'on considère que le cœur a des modifications liées au sport, il faut d'abord une pratique sportive assez fréquente. À midi, je me couche. Qu'en soient les problèmes que j'ai, à midi, je dors et à 15h, je reprends. Ceux qui se disent qui se donnent de repos, c'est bien, mais on se donne de repos où? Aller sous nos échangeurs. Le grand rendez-vous, c'est du lundi au vendredi sur BB24 à 19h et à 0h. Autant savoir aujourd'hui qui vous amène à la découverte d'une filière. Pour parler de l'épargne, il faudrait que nous puissions convoquer deux concepts importants. Le revenu et la consommation. Peut-on espérer une élimination définitive des sachets plastiques? Quand vous dites que chacun est né avec son travail, est-ce parce que vous n'êtes pas né avec le journalisme qu'au fil des temps, vous avez laissé le métier de côté? Au-delà de la production d'énergie, le taux d'électrification reste encore faible. Par rapport aux réformes dans le secteur du tourisme, comment est-ce que vous voyez ça? Je dis souvent que l'entretien sur BB24, c'est tous les dimanches à 22h, les lundis à 10h, à 16h30 et à 23h. S'exprime à travers une consultation du FA. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Wikeko. À cause du chômage, les jeunes se sont donnés au travail qu'on appelle l'ANAC. Ce phénomène a pris depuis quelques mois une allure vraiment inquiétante. Suivez juste après moi la revue de presse et le décryptage. Tour d'horizon de l'actualité vue par les canards. Mesdames, messieurs, bonjour. Ça ne sert à rien de prendre la décision de reculer après avant de mieux faire. Suivez Wikeko, votre magazine de l'actualité économique sur BB24, tous les dimanches à 11h et à 23h, les lundis à 11h et les mardis à 5h. Lorsqu'on voit des Ivoiriens s'habiller. Et bienvenue sur le grand rendez-vous de l'information axée sur le développement. Pour qu'on considère que le cœur a des modifications liées au sport, il faut d'abord une pratique sportive assez fréquente. À midi, je me couche. Qu'en soient les problèmes que j'ai, à midi, je dors et à 15h, je reprends. Ceux qui se disent qui se donnent de repos, c'est bien, mais on se donne de repos où? Aller sous nos échangeurs. Le grand rendez-vous, c'est du lundi au vendredi sur BB24 à 19h et à 0h. Autant savoir aujourd'hui qui vous amène à la découverte d'une filière. Pour parler de l'épargne, il faudrait que nous puissions convoquer deux concepts importants. Le revenu et la consommation. Peut-on espérer une élimination définitive des sachets plastiques? Quand vous dites que chacun est né avec son travail, est-ce parce que vous n'êtes pas né avec le journalisme qu'au fil des temps, vous avez laissé le métier de côté? Au-delà de la production d'énergie, le taux d'électrification reste encore faible. Par rapport aux réformes dans le secteur du tourisme, comment est-ce que vous voyez ça? Je dis souvent que l'entretien sur BB24, c'est tous les dimanches à 22h, les lundis à 10h,
couverture à sanitaire 16h30 universelle. La volonté et à 23h. s'exprime à travers une consultation du FA. Bonsoir à tous, merci de préférer BB24. L'observation de la Terre par satellite est reconnue comme un outil indispensable pour mesurer et suivre l'évolution de l'occupation des sols. Le Bénin est membre de l'OSFACO, une communauté de 8 pays africains. À Kandi, la population peut désormais disposer de l'eau potable. Le gouvernement du Bénin a approuvé le projet de la fondation Aigel Camp pour la construction de plusieurs ouvrages d'approvisionnement d'eau. Réussir son orientation universitaire est l'assurance d'une bonne insertion professionnelle. Pour limiter le sous-emploi et le chômage chez les jeunes, l'UAC a initié des séances d'information sur les métiers porteurs. Mettre à contribution les données satellitaires pour la gestion des territoires, c'est l'objectif de l'Observation spatiale des forêts d'Afrique centrale et de l'Ouest, OSFACO. Il regroupe 8 pays africains qui entendent mutualiser leurs données cartographiques pour une gestion durable des ressources forestières. Les acteurs à divers niveaux ont tenu une conférence à Cotonou. Alexis Kenom et Estelle Pazou. Les forêts tropicales sont au cœur des conventions sur le climat et la biodiversité. Leur gestion et leur préservation constituent des enjeux qui ne peuvent être maîtrisés qu'à travers une meilleure connaissance de leur évolution. Et le projet Observation spatiale des forêts d'Afrique centrale et de l'Ouest, OSFACO, vise à améliorer les connaissances en matière d'occupation des terres et de lutte contre les changements climatiques à travers des données satellitaires. Les technologies d'observation de la Terre offrent des opportunités sans précédent pour moderniser les dispositifs nationaux de suivi et d'améliorer les capacités des pays pour mesurer efficacement tous les indicateurs de développement durable. 8 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon, la Centrafrique, le Congo et la République démocratique du Congo vont mettre en commun leurs données satellitaires pour la préservation des ressources naturelles, la planification des usages des terres agricoles et pastorales et la lutte contre les changements climatiques. Au Bénin, les interventions de l'Observatoire spatial des forêts d'Afrique centrale et de l'Ouest permettent de produire et de doter l'ensemble du territoire national d'outils cartographiques de référence sur l'occupation du sol et de ses évolutions. Analyser la dynamique de l'occupation des terres observée en 2005 et 2015. Financer plusieurs projets de recherche sur la promotion et la valorisation de l'utilisation des données satellitaires dans les activités de suivi de l'utilisation des terres et de gestion durable des ressources forestières. Des informations fiables et régulièrement mises à jour, voilà ce qu'offrent donc les données satellitaires d'observation de la Terre. 8 sessions ponctuées d'une quarantaine de communications vont meubler les travaux de la conférence. Le gouvernement béninois rapproche l'eau potable des populations en zone rurale à travers la signature d'un accord de siège entre le Bénin et la fondation Aigel Camp au ministère des Affaires étrangères. Plusieurs ouvrages d'approvisionnement en eau potable seront construits dans les villages de Kandi. Ces points d'eau sont aussi une opportunité d'emploi pour les jeunes diplômés ayant l'ambition d'entreprendre dans le secteur de l'eau. Plus de précisions dans ce reportage de Petroni Lokoso et Patrick Adjagoudjou. L'eau potable, un liquide vital pour le bien-être. Et pourtant, l'accès à une eau salubre et disponible reste un calvaire quotidien pour les populations des zones rurales. La commune de Kandi, dans le département de l'Alibori, en est un exemple. Nous sommes un département qui regorge de beaucoup de potentialités, notamment en termes de bétail. Le bétail a besoin de l'eau. Nous subissons les affres des effets climatiques.
C'est pour cela que dans plusieurs communes, il y a des problèmes d'eau. À la fin de la saison pluvieuse, les populations devaient replier au niveau des villages à cause du manque d'eau. Et pour ceux qui ont assez de bétail, il faut aller soit dans les collines, soit dans la Takora, ou même au Togo pour faire de la transhumance. Des disparités à l'accès en eau potable en milieu rural auxquelles la Fondation Eikel Camp trouve une solution. À travers cette signature d'accord de siège, le Bénin et cette fondation s'engagent à donner l'eau potable aux populations de plusieurs villages de la commune de Kandi. Le tout premier point d'eau autonome qui a été construit donc par la fondation Eikel Camp au Bénin, c'est en novembre 2016. Aujourd'hui, nous pouvons compter 25 points d'eau sur les 160 que nous devons construire au niveau du département de la Liborie. De l'eau potable fournie de façon autonome grâce à un système solaire. Le projet vise non seulement la réalisation des ouvrages d'approvisionnement en eau courante, mais aussi la réduction du taux de chômage chez les jeunes ayant l'ambition d'entreprendre dans le secteur de l'eau. La Fondation recherche le financement et met à la disposition des jeunes entrepreneurs. Ceux qui ont pour ambition d'entreprendre, il met les fonds à disposition et l'équipement qu'il faut. En collaboration avec la commune de Kandi, la commune met à disposition le site et forcément en milieu rural. Et la Fondation construit donc ces points d'eau avec ses entrepreneurs. L'entrepreneur met en place donc l'entreprise d'eau et par la suite, il développe d'autres activités secondaires autour du point d'eau. L'eau potable accessible à tous et de l'emploi pour la jeunesse. Cette ambition de la Fondation Eikel Camp traduit la volonté du Bénin à étendre l'accès à l'eau potable pour tous à l'horizon 2030. L'indisponibilité de l'information pousse de nombreux jeunes étudiants à mal s'orienter dans le choix de leur filière à l'université. Pour libérer l'information, afin de résoudre le problème du sous-emploi et du chômage, une communication sociale sur les métiers porteurs a été présentée cette semaine aux étudiants et enseignants des universités publiques et privées. Bernol Djokbe, Ulvaïs Balogun. Selon des statistiques de l'université d'Abomey-Calavi, près de 300 étudiants du service des volontaires sont déversés chaque année sur le marché de l'emploi. Et environ 60% arrivent à créer leur unité entrepreneuriale. On a observé qu'il n'est pas évident que les étudiants, les jeunes en général, aient les informations qu'il leur faut et qui leur permettent de pouvoir s'orienter. Lorsque, par exemple, vous entrez à l'université avec votre parchemin, le bac, il faut d'abord avoir les informations qu'il faut avant d'aller s'orienter, avant de choisir la filière que vous voulez. Et si l'une des solutions contre le chômage est l'entrepreneuriat, la nécessité d'avoir des informations sur les opportunités d'emploi est indispensable. Surtout qu'au Bénin, le taux de chômage est de 2,3%. Ce chiffre de 2,3% en fait masque un taux de sous-emploi qui est trop élevé. Le taux de sous-emploi est expliqué entre autres par la notion qu'on a de l'emploi et du travail. Lorsque vous prenez quelqu'un qui est sorti de l'université, je donne un exemple, Bac plus et 5, et déjà immédiatement il n'est pas absorbé par le marché du travail. Il se dit, tiens, lui il est au chômage. Ou bien carrément, bien qu'ayant Bac plus 5, peut-être qu'il est utilisé à d'autres fins. Je prends peut-être qu'il est tenancier de bar. Lorsque vous lui demandez s'il travaille, s'il a un emploi, il vous dira non. Mais c'est déjà un emploi. D'où l'importance de porter l'information à l'endroit des jeunes étudiants afin de les aider à mieux s'orienter dans leur choix de filière. Quand on parle de filière porteuse, il faut qu'on ne s'inscrive pas dans la logique de bon, j'ai Bac plus 100, donc j'attends et l'emploi vient me chercher. Il faut oser. Lorsque vous prenez par exemple les métiers de revêtement de sol, qu'on appelle vulgairement carreleur, c'est un métier porteur, c'est une filière porteuse. Prenez le domaine de l'agriculture. Vous avez les filières telles que le maïs,
et tels que le manioc, et tels que les noix d'anacarde et ses produits dérivés. Des filières porteuses présentées à ces étudiants qui sont désormais bien aguerris pour mieux se lancer dans l'entrepreneuriat. À l'instar de l'Organisation mondiale de la santé, les pays africains affûtent aussi leurs âmes pour lutter contre la tuberculose d'ici 2030. Les experts y travaillent, ils sont à Cotonou pour se pencher sur la thématique en vue de formuler des recommandations susceptibles de réduire le nombre de cas enregistrés dans les pays participants. Louis Koudobo et notre compatie. Un tiers de la population africaine souffre de la tuberculose. Dès qu'on voit qu'on tousse, dès qu'on voit qu'on perd du poids et qu'on a moins de force, mais surtout la toux. Et surtout si la toux en plus a des crachats un peu avec du sang dedans, alors là il ne faut pas hésiter. Ainsi se présentent quelques signes précurseurs de la tuberculose. Maladie infectieuse, elle se manifeste sous deux formes. La tuberculose pharmacorésistante et l'infection tuberculeuse latente. Le premier cas, la tuberculose pharmacorésistante, en fait, c'est une tuberculose qui ne répond pas au traitement classique. Et cette forme de tuberculose constitue de plus en plus un danger pour la plupart des pays parce que le traitement, il est lourd, il est souvent émaillé d'effets secondaires au niveau du malade, mais c'est un traitement qui coûte excessivement cher. En finir avec la tuberculose sous toutes ses formes d'ici 2030, la chose est bien possible si toutes les recommandations de l'OMS sont mises en œuvre. Des recommandations que 45 pays d'Afrique tentent ici de s'approprier pour une lutte encore plus efficace. Nous sommes accompagnés dans cet atelier par des experts qui sont venus de différentes entités de l'OMS et beaucoup d'autres partenaires qui nous ont accompagnés pour qu'on puisse avoir vraiment ce cadre, discuter de ces nouvelles recommandations et aider les pays donc, à mettre en pratique ces nouvelles recommandations pour espérer en finir avec la tuberculose d'ici 2030 comme le veulent les chefs d'État qui se sont réunis en septembre 2018 à New York. La tuberculose est la deuxième cause de mortalité dans le monde. 10 millions de nouveaux cas sont enregistrés chaque année. Au Bénin, les chiffres sont moins inquiétants. Si on veut parler des tuberculoses toute forme, on a à peu près 4000 cas de tuberculose chaque année. Nous avons à peu près en moyenne 20 cas de tuberculose pharmacorésistante que nous prenons en charge. Mais ces 20 cas, c'est petit, mais c'est quand même beaucoup de choses, c'est beaucoup de moyens. Bien sûr, on ne peut pas traiter tout le monde. Il y a des gens à traiter en priorité, notamment les enfants qui ont moins de 5 ans. Après, les personnes qui sont dans des statuts immunitaires un peu difficiles, comme les patients qui vivent avec l'infection du VIH, ou des patients qui sont diabétiques, ou des patients qui sont immunodéprimés, qui ont moins de défense, ceux-là, il faut les traiter en priorité. C'est donc parti pour 4 jours d'échanges, des échanges qui permettront de réduire les cas de tuberculose d'ici 2030. Hors de nos frontières, le Rwanda a mobilisé auprès de l'Arab Bank for Economic Development in Africa 20 millions de dollars, soit environ 10 milliards de francs CFA, pour le financement de projets d'électrification rurale. Ce financement a été mobilisé sous la forme d'un prêt concessionnel. Environ 26 000 ménages auront ainsi accès à l'électricité. 96 infrastructures sociales, incluant des écoles, des collèges, des unités de pompage d'eau, bénéficieront aussi du projet. Toujours au Rwanda, le sous-secteur horticole a rapporté 25 millions de dollars en 2018. C'est ce que rapporte le quotidien New Time, qui cite les données du ministère de l'Agriculture et des Ressources animales. Le montant affiche une hausse de 4 millions de dollars, soit environ 2 milliards de francs CFA par rapport à l'année précédente. Parmi les principaux fruits et légumes exportés figurent l'oignon, les petits pois, la tomate, la carotte, les champignons et l'aubergine. Le gouvernement envisage de tirer 130 millions de dollars, soit environ 65 millions de francs CFA de l'horticulture à l'horizon 2020. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. Merci à vous, Nadège Sani. C'était un plaisir de vous voir à l'écran, surtout avec toutes ces informations que vous nous avez apportées. Le dernier plateau du grand rendez-vous à présent.
Voilà le monde agricole, c'est avec cette rubrique que nous allons mettre un terme au plateau sur le grand rendez-vous, le monde agricole qui démarre avec Marcel Gbetoro et son invité. Bonsoir Marcel. Bonsoir Aniat Bello, amis téléspectateurs, bonsoir. Ce soir avec vous et votre invité, on s'intéresse à la betterave, technique de production. Donc à nos côtés pour en parler, Jacques Balogun, bonsoir. Bonsoir, bonsoir téléspectateurs. Vous devenez un habitué du plateau, vous êtes un producteur. Oui, vraiment un habitué du plateau. Merci d'être avec nous. Avec vous, on s'intéresse donc à la betterave. Marcel Gbetoro, je vous laisse votre invité. Merci beaucoup Aniat Bello. Il faut dire déjà que hier, nous avons parlé sur ce plateau de la Banque agricole, comment faciliter le financement dans le secteur agricole aujourd'hui. Et il ne faut pas le faire sans quand même que les producteurs eux-mêmes soient productifs, pour ne pas me répéter. Alors aujourd'hui, nous descendons tout simplement dans nos champs pour parler d'un légume que le reportage peut-être va nous édifier. Nous allons le passer tout à l'heure puisqu'il y a un reportage en la matière. Mais déjà, je veux savoir, est-ce qu'au Bénin, nous avons les différents types de sols adaptés à la culture de la betterave? Merci beaucoup. Merci encore une fois de m'avoir invité encore sur ce plateau pour quand même parler aussi de la betterave. La betterave, je vais commencer par dire, avant d'aller au niveau du sol, je vais dire la betterave est beaucoup connue par les Béninois, mais très peu cultivée au Bénin. Très peu cultivée parce qu'aujourd'hui, nos terres, nos sols sur lesquels nous faisons nos productions, même s'ils remplissent les conditions adéquates, mais il n'a pas encore les intrants spécifiques liés et qui favorisent quand même un tant soit peu certaines productions. Du coup, lorsque les producteurs s'adonnent à ça, ils n'ont pas les résultats concrets qu'il faut. Donc, c'est très peu produit au Bénin. D'accord. Marcel Gbetoro, si vous permettez, je crois que c'est le moment de suivre le reportage. On revient vous écouter. Alors, tout de suite, on suit ce reportage et on revient ici. Grosse, moyenne ou petite, cela dépend de l'origine. Mais quoi qu'il en soit, la betterave est un légume bien prisé des consommateurs béninois. La betterave, d'une couleur rouge qui facilement tache les mains et les vêtements, on la retrouve sur la plupart des étalages, principalement chez les revendeuses de fruits et légumes. Des aussi et de 300 pour une bébé de 200 et clôme de bois et du ambro salade et du ambro ragoût. En ce qui concerne la production de la betterave, la question paraît plus complexe. Tout d'abord, les graines de betterave viennent de l'extérieur. Nous n'arrivons pas à produire ces graines ici au Bénin. Ça vient de l'extérieur et c'est dans les boutiques que nous achetons les graines de betterave. Et il faut au moins 3 mois. Il faut faire la pépinière d'abord et après la pépinière, mettre sur les planches et arroser, donner de fientes, de compost, faire les traitements jusqu'à une période qui va dater au moins 2 à 3 mois. Pour les vendeuses de légumes au marché de Kadiahoum, il reste du chemin à faire pour les producteurs de betteraves au Bénin. Ce qui explique d'ailleurs leur préférence pour la betterave importée, notamment celle de Lomé. Non de Bénin, mais non ya ou azoble un solo meton. Mimra kuma vovo e. Ne oblo, ne me lokolo, non yo alors ni me lokolo. Pour les producteurs béninois, c'est une question de priorité à la qualité. La manière dont eux autres ils ont produit les betteraves à Lomé, nous on ne le sait pas. Quels sont les produits utilisés? Les produits chimiques utilisés, nous on ne le sait pas. Mais ici au Bénin, nous on prend des précautions parce qu'aujourd'hui, il faut moins utiliser les produits chimiques. Mais tu vas au Nigeria, les betteraves viennent du Nigeria, les betteraves viennent de Lomé. Comment ces betteraves ont été produits de Lomé. Et c'est des betteraves qui viennent gros. Vous-même, vous allez constater, je vous donne un exemple, les carottes qui viennent du Nigeria, les carottes qui viennent de Lomé. Comment sont ces carottes? Comment ils ont produit ces carottes? Voilà un peu les choses. Mais quelle est la bonne saison pour produire la betterave?
Et quel type de sol est mieux adapté pour sa production? Les spécialistes nous en diront davantage. Et voilà, en parlant de spécialistes, nous en avons donc sur ce plateau. Et d'ailleurs, il a déjà commencé par en parler, Machel Betoro. Le reportage est éloquent. Nous préférons souvent la betterave qui vient d'ailleurs. Oui, à cause du calibre. Mais est-ce que c'est réellement à cause du calibre? Avant d'en arriver là, j'aimerais savoir, est-ce qu'au Bénin, nous avons déjà les graines de la betterave disponibles pour la semence? Oui, bien sûr, aujourd'hui au Bénin, on a d'abord une maison qui est chargée de la distribution des semences et qui a dans ses gammes de semences les semences de betterave. Et qui nous a quand même proposé au moins 2 variétés de semences de betterave et qui entrent en ligne de compte de nos productions. Alors, nous avons les semences disponibles, oui. Nous avons le sol disponible. Oui. Qu'est-ce qui ne marche pas pour que nous ayons quand même de calibre assez petit au niveau de la betterave produite au Bénin? Là, je vais dire, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. En matière de production, ce n'est que pas la semence ou la graine qu'on fait une production. Mais il y a tout un ensemble de facteurs qui est mis en cause dans la semence, le choix de la semence, le choix du sol, c'est-à-dire le type du sol sur lequel il faut quand même faire une production, et le choix des intrants. Les 3 paramètres sont très importants en matière de production. Même si on fait feedback de la saison et autres, les 3 facteurs sont très importants en matière de la production. Est-ce que c'est ces 3 facteurs-là qui limitent la taille justement de la betterave? Aujourd'hui, les 3 facteurs limitent beaucoup plus la taille. Lorsqu'on parle par exemple de choix du sol, chaque culture en réalité a son type de sol sur lequel il répond. Oui. Et lorsque vous apportez une culture qui ne répond pas sur un sol donné, là, vous n'aurez pas du tout le résultat qu'il faut. Et la betterave répond sur quel type de sol? Le sol sablo-argileux. Okay. Le sol sablo-argileux, c'est-à-dire un sol mixte. Comme Cotonou, par exemple? Cotonou, une partie de Cotonou en fait partie. Okay. Lorsqu'on prend par exemple le sol de Calavi, voilà. Ça répond un peu. Grand Popo répond aussi. Et malheureusement, Grand Popo ne produit pas de la betterave, exactement. Et les autres facteurs limitants aussi, je dis le choix de la semence. Aujourd'hui, les 2 variétés de semences qu'on a aujourd'hui au Bénin pour la production de la betterave sont des variétés qui répondent uniquement au type de saison qu'on a. Et pour faire le choix d'une variété, on tient compte de la saison, du sol, du milieu, c'est-à-dire du milieu de production, afin de retenir encore cette variété pour dire cette variété serait productive dans telle ou telle zone. D'accord. Donc c'est à cause des saisons disponibles au Bénin qu'on a ce résultat au niveau de la betterave, c'est-à-dire... Au fait, les gammes de betterave qu'on a sont juste là, je ne dirais pas en expérimentation, mais ne répondent pas de façon synthétique aux besoins des producteurs. Ça reste encore à faire en ce niveau. Et pour justifier ces propos, il faut quand même aller aussi à l'endroit du choix des intrants, où aujourd'hui on va passer par ce canal pour remercier les acteurs, les autorités qui sont en train de jouer un effort à cet endroit, où aujourd'hui ils sont arrivés à porter une analyse au type de sol qu'on a déjà pour nous proposer dans les jours à venir les intrants spécifiques d'abord. Donc cela voudra dire que c'est à cause des intrants qu'utilisent peut-être les importateurs ou les producteurs de betteraves de l'extérieur? Les intrants en font partie. En font partie en grande. Et qu'est-ce que vous utilisez au Bénin ici en matière de... Au Bénin, on utilise ce qu'on a à notre portée. Et vous n'êtes pas sans savoir que... Ce que vous avez à votre portée, c'est quoi? C'est les intrants chimiques. Ok. En majorité, c'est les intrants chimiques qui ne sont pas quand même spécifiques au monde maraîcher. C'est maintenant qu'on les partage avec d'autres cultures. Exactement. C'est maintenant que la conversion est en train d'être faite pour qu'on ait de façon spécifique les intrants
pour le monde maraîcher ou pour faciliter la production de betteraves et de beaucoup plus d'autres spéculations. Alors, revenons toujours à la production, hein, puisque c'est ce qui nous intéresse sur ce plateau. Oui. Est-ce que dans le processus de production de la betterave, est-ce qu'il n'y a pas de menaces? Par exemple, quand je prends les maïs, les céréales en général, le maïs ou le sorgho, il y a des chenilles dévastatrices qui gênent ou qui dérangent ces cultures-là. Est-ce qu'au niveau de la betterave, il n'y a pas des menaces? Oui, la betterave est plus, a plus comme attaque ou menace plus de nématodes. Ça développe plus les germes de nématodes que les autres cultures parce que c'est son système racinaire que nous on consomme souvent. Au lieu de consommer la plante dans son entièreté, on préfère consommer le système racinaire de la plante. Donc la plante étant poussée, le système racinaire est poussé dans le sol, les insectes du sol, c'est-à-dire les nématodes, les champignons, les virus du sol, l'attaquent plus pour le déranger. Et il n'y a pas de solutions pour remédier à cela? Il y a des solutions précaires que nous utilisons. Il y a des nématicides que nous utilisons liés à ça, mais juste là, c'est des pratiques vraiment archaïques. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière en matière de saison, pour la production de la betterave. Au Bénin, ici, quelles sont les différentes saisons appropriées pour la production de la betterave? Par rapport aux gammes que nous, on a sur le marché, c'est all season, c'est-à-dire c'est toute la saison. Il y a des variétés qui répondent en période de saison sèche, il y a des variétés qui répondent en période pluvieuse. Donc la betterave peut être produite aussi hors sol? Hors sol, oui. Hors sol. Oui. Et là, on évite les problèmes de saison, les problèmes de climat, c'est ça? Exactement. D'accord. Alors, mais est-ce que ce légume-là, aujourd'hui, nous permet... très rapidement, oui. Est-ce que ce légume, aujourd'hui, est connu des Béninois et consommé? Très connu des Béninois, mais beaucoup moins consommé par les Béninois. Beaucoup moins consommé parce que la consommation de la betterave est souvent liée à une recommandation où soit c'est le nutritionniste qui te recommande de l'utiliser pour des fins de santé données. Justement. Oui. Alors, merci beaucoup à vous, M. Balogun Jacques. Je rappelle que vous êtes producteur, vous êtes maraîcher. Oui. Avec vous, nous avons étudié la question de la culture ou de la production de la betterave. Oui. On retient tout simplement qu'au Bénin, on peut produire de la betterave. Oui. Et s'il faut, c'est peut-être améliorer les techniques de production. Et je pense que Yasmine Zamata va revenir peut-être sur son plateau de Nature et Bien-être sur les vertus de la betterave. Pourquoi pas. En attendant, on dit merci beaucoup à vous, chers amis téléspectateurs. Merci, Agnès Bello. Machel Bettoro, c'était la rubrique Le Monde agricole qui s'achève ainsi, vous le savez, dorénavant, le rappel de la météo est systématique, je vais y arriver. Alors, on voit tout de suite le temps qu'il fera demain.
Dernier acte de ce numéro du Grand Rendez-vous, l'instant citation. Et la citation de ce soir nous a été proposée par Victoire Rougan et elle dit ceci: dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. Dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. C'est une citation de Jean-Paul Sartre. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous tout au long de ce numéro du Grand Rendez-vous. Je vous donne encore rendez-vous demain à la même heure et toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien.